Bonjour. Ce dimanche 19 mai, nous votons en Suisse sur deux sujets au niveau fédéral. Le premier concerne à la fois la fiscalité des entreprises et l'assurance vieillesse, alors que le second concerne la réglementation des armes. Et puis, en même temps, il y a souvent dans des cantons aussi des votations sur des sujets cantonaux. Comme d'habitude, je ne vais pas vous parler de tous les sujets cantonaux, mais seulement de ceux qui sont soumis dans le canton où j'habite, le canton de Berne, et là il y a une votation sur l'aide sociale. Alors comme d'habitude, je ne vais pas prendre position sur ces différents sujets. Il s'agit essentiellement de vous montrer quels sont les sujets. En fait, c'est une vidéo qui s'adresse la plupart du temps essentiellement aux Français, en particulier aux Gilets jaunes, pour qu'ils voient concrètement quels sont les types de sujets qui sont soumis en votation en Suisse, et puis aussi pour comprendre le fonctionnement, peut-être des difficultés qu'il peut aussi y avoir dans le fonctionnement de la démocratie directe. Et ce coup-ci, je crois que ces enseignements ou ces questionnements sur le fonctionnement peuvent intéresser aussi les Suisses. Donc, à titre exceptionnel, pour cette discussion de la votation, j'invite aussi les Suisses à l'écouter. Ils connaissent déjà les sujets fédéraux, mais il y a peut-être des réflexions sur le fonctionnement de la démocratie directe en Suisse qui peut les intéresser. Donc passons directement au premier sujet, celui qui concerne à la fois la fiscalité des entreprises et l'assurance vieillesse. Elle vient après un projet du Parlement qui a été refusé par le peuple, qui visait à éliminer des privilèges fiscaux donnés à certaines entreprises tournées vers l'étranger pour des raisons essentiellement de compétition internationale. Et j'ai jamais entendu quelqu'un dire que c'était juste de donner ces privilèges à ces entreprises qui payent très peu d'impôts au niveau cantonal ou pas du tout dans certains cantons. J'ai jamais entendu dire que c'était très juste, mais ce qu'on entendait dire, c'est que à la guerre comme à la guerre, ma foi, il y a une compétition fiscale internationale. Mais justement, les données ont changé et les règles de la guerre fiscale internationale ont été modifiées de sorte que ce genre de façon d'attirer les entreprises n'est plus tolérable au niveau international. Et ça veut dire aussi que l'argument à la guerre comme à la guerre ne fonctionne plus pour défendre quelque chose qui finalement était très injuste, puisque ça veut dire que deux entreprises, l'une payait plus d'impôts que l'autre, simplement parce qu'elle était tournée plus sur la Suisse, alors que l'autre bénéficiait de privilèges parce qu'elle était tournée plutôt vers l'étranger. Donc c'est plutôt une bonne chose d'enlever ces privilèges. Et je n'ai pas entendu que ce point-là soit contesté. Il y a parfois la question de savoir est-ce qu'il y aurait encore d'autres façons de faire la guerre euh, fiscale internationale qui devrait être aussi interdite. Mais sur le fait d'enlever ces privilèges, je n'ai pas vu de contestation. Euh, le point est surtout que la proposition précédente visait en même temps qu'on enlevait ces privilèges de baisser de façon, pour toutes les entreprises, l'imposition des entreprises. Et donc ça veut dire que les entreprises qui bénéficiaient du privilège devraient après la réforme payer plus, puisqu'ils paieraient comme les autres, mais les autres paieraient moins qu'avant, puisque le niveau global, le taux d'imposition global des entreprises serait baissé pour tout le monde. Donc ça, c'était la proposition qui a été rejetée par le peuple. Et le rejet provenait de deux raisons. Il y avait d'une part ceux qui auraient voulu qu'on enlève les privilèges et sans rien changer d'autre, donc sans baisser le taux d'imposition pour toutes les entreprises. Et puis il y avait ceux qui étaient d'accord que l'on baisse le taux d'imposition pour les entreprises pour rester encore très compétitif internationalement,
mais qui disait si on fait des cadeaux aux entreprises, il faudrait aussi voir pour faire aussi des cadeaux à d'autres. Donc voilà, il y avait deux raisons qui ont conduit la majorité à rejeter cette proposition. Et le gouvernement puis le Parlement en ont tenu compte de la deuxième raison. Et il y a plusieurs modifications par rapport à la proposition précédente, celle qui a été rejetée par le peuple, mais la principale, c'est qu'ils ont rajouté un financement de 2 milliards pour l'assurance vieillesse. 2 milliards, c'est exactement la même somme que ce qu'il est prévu de perdre comme recette fiscale à cause de la baisse d'imposition des entreprises. Et donc 2 milliards du côté des entreprises, 2 milliards du côté de l'assurance vieillesse. Donc ça répondait aux préoccupations de ce deuxième groupe qui avait rejeté la proposition précédente. Et donc par rapport à cette nouvelle proposition, alors elle est soutenue plus largement que la précédente. Il reste quand même ceux qui ne voulaient pas faire de cadeaux aux entreprises qui restent contre cette proposition, ceux pour qui c'était la raison fondamentale de s'opposer à la proposition précédente restent contre cette proposition-là. Ils demandent aussi qui va financer tous ces cadeaux. Pour les 2 milliards à l'assurance vieillesse, c'est un peu plus clair parce que il y a 1,2 milliard qui viendrait d'une hausse des cotisations à l'AVS, à l'assurance vieillesse, et 800 millions qui viendraient des caisses de la Confédération. Donc pour 1,2 milliard, on sait à peu près d'où ça viendrait. Les 800 millions, donc des caisses de la Confédération, il y a la question de savoir si ça manquerait par ailleurs, s'il faudrait augmenter les impôts ou baisser certaines autres dépenses. D'autant plus que concernant les 2 milliards aux entreprises, la Confédération va donner aussi 1 milliard. Donc au total, ça fait 1 milliard 800 millions qui sortiraient des poches de la Confédération. Mais ce qu'il faut dire, c'est que récemment, la Confédération a fait des excédents. Donc la question là est de savoir est-ce que ces excédents sont durables, est-ce que la Confédération pourra donc durablement payer ces 1,1 milliard 800 grâce à ces excédents, ou bien est-ce qu'il faudra augmenter des impôts ou baisser des dépenses, d'autres dépenses. Et puis il reste quand même 1 milliard qui serait à la charge des cantons, puisque du côté des entreprises, il y a 2 milliards de pertes et 1 milliard qui est donné aux cantons par la Confédération, donc il restera encore 1 milliard à la charge des cantons. Et là aussi, c'est pas très clair d'où viendrait l'argent. Donc ça, c'est la préoccupation de ceux qui étaient déjà contre la proposition précédente parce qu'ils ne voulaient pas faire de cadeaux aux entreprises et qui ne veut toujours pas faire de cadeaux aux entreprises. Évidemment, l'argument contre est de dire que si on ne baisse pas le taux d'imposition, il risque d'y avoir moins d'entreprises qui viennent en Suisse, voire même des entreprises qui quittent la Suisse. En particulier parmi ces entreprises qui jusqu'à maintenant bénéficiaient de ce privilège, donc de payer très peu d'impôts au niveau cantonal, et puis devraient monter au même niveau que les autres. Si ce niveau reste où il est actuellement, il y aurait la crainte que ça conduise à des départs d'entreprise. Donc votre position va dépendre de est-ce que vous croyez que ça va vraiment faire partir des entreprises ou pas, et puis est-ce que vous pensez que c'est approprié d'attirer les entreprises et de les attirer de cette façon-là. Donc voilà, donc ça c'est un comité référendaire qui a fait le référendum contre cette nouvelle proposition. Et puis il y a eu un autre comité référendaire qui s'est aussi opposé à cette nouvelle proposition et qui critiquait cette proposition surtout parce qu'elle ne satisfait pas le principe d'unité de matière. Et le principe d'unité de matière, ça veut dire que on ne doit pas mettre les citoyens dans une situation de devoir donner une seule réponse à un paquet de questions différentes. Et là, il y a deux questions différentes. Il y en a une qui porte sur la fiscalité des entreprises et puis une qui
porte sur l'assurance vieillesse. Donc deux questions différentes, mais ils sont dans un seul paquet qu'on doit rejeter ou accepter en bloc, donc une seule réponse pour deux questions différentes. Et là, il y a un comité donc qui s'est opposé à cette proposition pour cette raison-là. Et de façon, je vais peut-être approfondir cette question d'unité de matière parce qu'elle est vraiment très importante du point de vue démocratique. J'ai sur cette chaîne insisté plusieurs fois sur l'importance du principe d'unité de matière parce que si le peuple doit répondre par une seule réponse à des questions différentes, ça le met dans une situation très gênante et c'est pas l'idée de la démocratie directe. L'idée c'est qu'il y ait une question, une réponse pour une question. Donc voilà, mais c'est quand même ce concept d'unité de matière est quand même un petit peu flou parce que dans n'importe quel projet, finalement, c'est quand vous avez un texte de loi, il y a une ligne et à la ligne suivante et vous pouvez toujours argumenter que ces deux lignes devraient être traitées séparément. Donc, si vous voulez être très extrême, vous pouvez dire qu'au fond, chaque ligne d'un texte de loi devrait être séparée. Et dans l'autre sens, vous pouvez dire qu'il y a des liens entre tout et tout. Prenez n'importe quelle deux choses, si vous êtes suffisamment malin, vous allez bien réussir à expliquer qu'il y a un lien entre ces deux choses, et à ce moment-là, le concept d'unité de matière perd tout sens, puisque il y a toujours unité de matière. Donc il y a ce danger des deux extrêmes. Donc c'est un concept un peu flou, mais ça ne veut pas dire que c'est un concept qui n'a pas de sens. Imaginez ici, vous mettez du blanc et là, vous mettez du noir, et puis vous passez de l'un à l'autre, du blanc au noir par un dégradé de gris, gris clair et de plus en plus foncé pour arriver au noir. Eh bien, vous aurez aussi de la peine à placer la limite quelque part entre le blanc et le noir. Vous pouvez voir très bien que le blanc est différent du noir. Donc, le fait que la limite soit un peu floue, qu'il y ait une zone grise, ne signifie pas que le concept n'a pas de sens, mais ça signifie que au niveau de l'application, il y a parfois des difficultés. Puis là, c'est dans le cas de cette proposition qui est soumise au vote, c'est justement un tel cas. Si on regarde juste qu'un sujet, c'est la fiscalité des entreprises et l'autre, c'est l'assurance vieillesse. Il s'agit très clairement de deux sujets différents et le principe d'unité de matière n'est pas respecté. Par contre, si on considère l'historique que je viens de vous expliquer, on comprend pourquoi on a rajouté l'assurance vieillesse. C'était qu'il y avait certains cadeaux faits aux entreprises et que pour être égalitaire, avoir des moyens de financement pour autre chose qui concerne plus de monde que simplement les entreprises. Et c'est l'assurance vieillesse qui a été choisie. Donc on peut aussi voir là une certaine logique. Ce qu'on voit comme difficulté, donc, c'est il y a une sorte de contradiction entre, d'une part, ne pas vouloir placer les citoyens dans une situation où ils ont qu'une seule réponse à donner à plusieurs questions différentes, où il y a par exemple deux sujets, et où certains citoyens peuvent vouloir l'un et pas l'autre, mais où ils sont obligés de refuser les deux ou d'accepter les deux. Donc ça, pour les raisons que j'ai déjà dites, c'est pas acceptable dans une démocratie directe. Mais d'un autre côté, il peut y avoir des situations où des citoyens disent ben ça je le veux vraiment, voilà, il y a un point que je veux vraiment, puis l'autre je le préfère pas en fait, mais si c'est la condition pour avoir la chose que j'aime vraiment, ben je suis d'accord de dire oui aussi à l'autre. Donc je suis d'accord de faire une sorte de deal comme ça. Et il faudrait pas non plus que le principe de la démocratie directe empêche de faire ce genre de compromis. Et, et au fond, le principe de démocratie directe demande qu'on ne soit pas obligé de donner une réponse pour plusieurs questions différentes, mais en principe, ça n'empêche pas d'avoir ce genre de compromis. Il faut simplement poser davantage de questions. Et là, je vais vous dire l'idée que j'ai en tête, c'est que, par exemple, si vous avez
je vais parler de projet A et de projet B. Donc, vous pouvez penser à A, c'est la fiscalité des entreprises et B, c'est l'assurance vieillesse dans le contexte de la votation maintenant, mais je vais être plus général et parler juste d'un projet A et d'un projet B. Si vous les soumettez au vote séparément, donc vous avez la question A, vous pouvez répondre oui ou non, et puis la question B, vous pouvez répondre oui ou non. Et ce que je propose, c'est quand vous êtes dans une situation un peu peut-être comme celle de cette votation, euh, où c'est quand même clairement deux sujets différents, donc vous n'avez pas vraiment le droit de le soumettre en tant que paquet, mais vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui seraient prêts à accepter l'autre partie comme monnaie d'échange si on acceptait la partie qui les intéresse vraiment. Dans ce cas-là, ce que je propose, c'est donc pour l'objet A, au lieu de pouvoir répondre juste oui ou non, de pouvoir répondre oui, non, ou bien oui à condition que l'autre objet soit accepté. Donc c'est un oui conditionnel. Et puis pour la question B, vous auriez aussi oui, non, ou bien oui conditionnel, ça veut dire oui si l'autre projet est accepté. Donc ça rajouterait une possibilité comme réponse à chacun des projets. Donc voilà, ce ne serait pas beaucoup plus compliqué pour le votant, à remplir son bulletin de vote. Et puis ensuite, il faudrait traiter ces réponses. Je n'ai pas encore réfléchi à fond sur cette méthode. Je ferai probablement à l'occasion une vidéo sur ce sujet. Mais il me semble qu'en prenant l'information auprès des citoyens, non seulement s'ils sont pour ou contre le projet A et ensuite pour ou contre le projet B, mais aussi la possibilité d'un oui conditionnel, il me semble que on pourrait ainsi résoudre le dilemme dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est pour le premier sujet. Je passe maintenant au deuxième sujet qui concerne la réglementation des armes. Je vais vous le présenter autrement en vous montrant des extraits d'informations qui sont disponibles. D'une part parce que vous m'avez déjà assez vu avec la présentation du premier objet fédéral, mais aussi parce que beaucoup pourraient avoir l'impression que c'est des sujets compliqués. Est-ce que les citoyens sont capables de répondre, de s'informer pour connaître ces sujets? Et par ces extraits, ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'il y a au fond de multiples sources d'informations pour que les citoyens puissent donner un avis informé. Alors, je commence déjà avec les premiers extraits. Alors, vous avez d'abord la brochure d'information du Conseil fédéral, 19 mai 2019. Vous voyez là les deux objets. Je vais me concentrer sur le deuxième objet. Et vous voyez ici une présentation en bref. Je lis directement le projet. La modification de la loi impose le marquage de tous les éléments essentiels d'une arme. Ce marquage permettra à la police de déterminer plus facilement d'où provient cette arme. En outre, l'échange d'informations avec les autres États Schengen sera amélioré. Il sera donc plus facile à la police suisse de savoir quelles personnes se sont vues refuser une arme à l'étranger pour des motifs de sécurité. La nouvelle loi apporte également des adaptations ponctuelles en matière d'autorisation des armes semi-automatiques. Il restera toutefois possible de reprendre son fusil d'assaut directement de l'armée à la fin des obligations militaires. Quant aux autres dispositions, elles permettent elles aussi de préserver la tradition suisse du tir. Voilà, ça c'était la description. Et vous avez la recommandation du Conseil fédéral. La position du Conseil fédéral et du Parlement est claire. La révision partielle de la loi apporte des améliorations ponctuelles en matière de protection contre l'utilisation abusive des armes et modifie uniquement les formalités administratives pour une partie des tireurs. Elle ne compromet pas la tradition du tir de notre pays et elle préserve la coopération avec les États Schengen et Dublin. Et les arguments du comité référendaire, donc ceux qui ont fait demander le référendum. Pour le comité, la reprise de la directive de l'UE sur les armes viole la Constitution suisse. Elle abolit
le droit de posséder une arme et enterre la pratique traditionnelle du tir sportif, et cela sans que les modifications apportées ne soient d'une quelconque utilité pour la lutte contre le terrorisme et la criminalité. Donc, deux positions assez contradictoires. Et si vous allez plus loin, vous avez une description en détail de ce projet de loi. Je ne rentre pas ici dans tous les détails, vous voyez à peu près la longueur, ici les arguments du comité référendaire et ceux du Conseil fédéral, et puis vous avez le texte soumis au vote. Voilà, donc ça c'est une source d'informations très utile, la brochure du Conseil fédéral, mais vous en avez d'autres. Vous avez par exemple cette vidéo qui dure 3 minutes 37 et dont je vous laisse écouter le début. Armes entend lutter contre l'utilisation abusive des armes. Les pays de l'UE poursuivent le même objectif. Ils ont donc actualisé la directive de l'UE sur les armes. La modification de la directive de l'UE s'applique à tous les États de l'espace de sécurité Schengen, et donc également à la Suisse. Aussi, le Parlement et le Conseil fédéral ont-ils modifié la législation sur les armes. Le référendum a été lancé contre le projet de modification de la loi sur les armes. Bon, je vous laisse écouter plus loin vous-même cette vidéo si ça vous intéresse. Pour passer maintenant directement encore à une autre source d'information. Mais ce que je préfère, c'est encore les débats, puisque là, vous n'avez pas juste une personne qui présente le sujet, mais vous avez les deux parties qui débattent de façon contradictoire. Et là, je vais vous laisser écouter un extrait de l'émission Infrarouge. Vous voyez que ça dure un tout petit peu plus qu'une heure, donc ça prend plus de temps, mais ça laisse bien le temps au débat. S'il est un sujet sensible en Suisse, plus encore que le secret bancaire, plus encore que les droits populaires, ce sont les armes, et c'est sur les armes que vous allez voter le 19 mai prochain. La question est simple, faut-il, oui ou non, accepter de durcir la loi pour respecter nos engagements européens? Oui, argumente le Conseil fédéral, pour qu'il s'agit d'une adaptation relativement indolore. Non, rétorquent les référendaires, pour qu'il s'agit d'une loi liberticide et d'un diktat européen. Alors, touche pas à mon flingue, c'est le débat d'Infrarouge ce soir. Bonsoir à tous. Pour en parler, vous le savez, vos messages sur Twitter, sur Facebook, ils sont déjà extrêmement nombreux. Continuez d'en envoyer, hashtag RTS Infrarouge. Je ne pourrais évidemment pas tous les prendre, mais je ferai un maximum. Et nos invités que je vous présente, ils sont très nombreux, eux aussi. En duplex de Berne, Karine Keller-Souter, conseillère fédérale, ministre de la Justice. Elle défendra ce qu'elle considère comme le prix à payer pour rester dans l'espace Schengen. Jean-François Rime, conseiller national UDC fribourgeois, président de l'USAM, il considère que dire oui, c'est mettre le doigt dans un engrenage qui ne s'arrêtera plus. Béatrice Métro, conseillère d'État vaudoise en charge de la sécurité, elle nous dira que sans Schengen, ces policiers risquent de se retrouver aveugles et myopes. Olivia Devec, vice-présidente de Protel, capitaine à l'armée, avocate, elle juge les Suisses assez matures pour gérer comme des grands leur rapport aux armes. Hugues Hiltpold, conseiller national PLR genevois, il a pesé le pour et le contre et estime que le prix d'un non serait beaucoup trop élevé pour la Suisse. Luca Filippini, président de la communauté d'intérêt du tir suisse, il monte au front contre ce qu'il considère comme un nouveau monstre bureaucratique. Brigitte Crotta, conseillère nationale socialiste vaudoise, elle est persuadée que derrière ce référendum se dissimule un nouveau coup de gueule anti-européen. Et enfin, Bernard Wicht, professeur à la faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, il juge tout simplement qu'il faut laisser aux citoyens le moyen de se défendre. Merci à tous d'être avec nous. Ben, je vous laisse écouter la suite si ça vous intéresse, mais vous voyez qu'il y a tout à fait les éléments pour les citoyens de s'informer sur sur les sujets en votation. Et puis, au cas où ils ne savent vraiment pas, ils peuvent toujours suivre les recommandations d'un parti ou d'un autre. Et on dira que s'ils suivent simplement les recommandations d'un parti, alors ils peuvent aussi bien élire des représentants, mais c'est pas vrai, puisque quand vous élisez un représentant, vous l'élisez pour toute la période, sur tous les sujets, tandis que
même dans le pire des cas où simplement vous suivez les recommandations d'un parti, eh bien vous pouvez sur certains sujets faire confiance à certains partis et puis sur d'autres sujets faire confiance à d'autres partis. Donc même dans le pire des cas où vous suivez simplement des recommandations, c'est toujours mieux que de transférer le pouvoir aux élus. Mais encore une fois, vous avez tout à fait les moyens et les informations pour ne pas simplement suivre une recommandation, mais vous faire votre propre opinion. C'était juste quelques sons de tir, voilà, qu'on entend depuis chez moi, juste pour donner un peu d'actualité à cette votation. Voilà, donc ça c'était pour le second sujet au niveau fédéral. Et puis le sujet au niveau du canton de Berne, concernant l'aide sociale, là c'est un projet du Parlement bernois de réduire le montant des aides sociales et de faire ainsi des économies et d'utiliser une partie, mais seulement une partie de ces économies pour financer des projets qui aident à la réinsertion. Là, il y a eu un référendum contre ce projet de loi et dans le canton de Berne, il y a quelque chose de tout à fait particulier. C'est que d'habitude, par exemple au niveau fédéral en Suisse, on peut juste lancer un référendum pour dire non, puis après ça se joue entre oui ou non. Tandis que dans le canton de Berne, il y a la possibilité de faire un contre-projet citoyen. Donc au lieu de juste dire la proposition, on ne la veut pas, vous pouvez dire, et puis nous, on propose autre chose. Et c'est ce qui s'est passé à Berne sur ce sujet-là. Des citoyens ont proposé un contre-projet citoyen qui va dans un sens assez différent, c'est-à-dire qu'il met aussi à disposition des moyens pour aider à la réinsertion. Il ne s'agit pas donc de baisser les aides pour faire pression, mais simplement de mettre à disposition, et ces aides ne sont pas baissées, elles sont même augmentées pour ceux qui ont plus que 55 ans. Donc ces citoyens ont considéré qu'après 55 ans, c'était de toute façon très difficile de trouver un travail, et donc ils proposent d'augmenter les aides sociales pour ceux qui l'acquièrent à partir de 55 ans. Donc ça va dans un sens assez différent du projet du Parlement bernois. Et les deux sujets sont simplement soumis en votation, c'est-à-dire que vous dites si vous êtes d'accord, oui ou non, pour le projet du Parlement, ensuite oui ou non pour le contre-projet citoyen, et puis après il y a une question subsidiaire où vous devez dire, au cas où les deux ont été acceptés, lequel des deux vous préférez. Donc c'est au niveau du bulletin de vote, c'est un peu la même chose que ce qui se passe au niveau fédéral, quand il y a une initiative citoyenne qui est soumise au vote et que le Parlement fédéral a décidé de proposer un contre-projet. Là, vous avez le même schéma. La différence, c'est que au niveau fédéral, c'est seulement le Parlement qui peut proposer un contre-projet par rapport à une initiative provenant des citoyens, mais il n'y a pas la possibilité pour des citoyens de proposer un contre-projet par rapport à un projet provenant du Parlement. Alors que ça existe dans le canton de Berne. Ça a l'air de fonctionner dans le canton de Berne. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas au niveau national? C'est un des avantages du fédéralisme, c'est de pouvoir tester des choses au niveau plus bas, au niveau ici cantonal. Puis ensuite, si on voit que ça marche, on peut le mettre aussi au niveau fédéral. Et je pense qu'au niveau fédéral, ce serait très utile parce qu'il arrive que le Parlement, quand il fait une loi d'application d'un article constitutionnel, il le fasse d'une façon qui ne corresponde pas à ce que les gens voulaient. Par exemple, les gens votent pour modifier la Constitution, puis après le Parlement fait une loi d'application et ça ne correspond pas toujours à ce que les gens voulaient. Alors les gens, au niveau fédéral, les citoyens ont la possibilité de faire un référendum et de dire cette loi d'application, nous, on ne la trouve pas bonne. Mais vous voyez que c'est un peu difficile. C'est quand même une loi d'application, mais elle l'applique à moitié, disons. Une application partielle. Qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que vous devez faire un référendum ou pas? S'il y a un référendum, est-ce que vous devez voter non ou pas?
comme c'est une application partielle, elle applique quand même un peu. Donc vous avez tous ces citoyens qui ont accepté cette modification de la Constitution, ben, ils sont aussi pour qu'on l'applique quand même, cette modification. Et partielle, c'est mieux que rien. Donc ils auraient tendance à voter oui, même si c'est qu'une application partielle, parce qu'au moins c'est une application partielle. Mais d'un autre côté, si c'est une application simplement partielle, ça ne correspond pas à ce qu'ils avaient voulu. Donc, ça serait une raison de voter non. Donc, vous ne savez pas très bien, le citoyen ne sait pas très bien s'il doit voter oui ou non. Ceux qui pourraient lancer un référendum ne savent pas très bien s'il faudrait le lancer ou pas. Tandis que s'il y avait au niveau fédéral ce qui existe au niveau du canton de Berne, alors au lieu de juste dire non, ils pourraient lancer un contre-projet citoyen. Dire la façon dont vous avez mis en œuvre l'article constitutionnel ne nous convient pas, on dit non, mais on ne dit pas simplement non, on propose aussi une autre façon de mettre en œuvre cet article constitutionnel et ces deux choses seront soumises en votation populaire. Donc je pense que ce serait très utile au niveau fédéral. Donc la Suisse fédérale a beaucoup à apprendre sur ce sujet-là du canton de Berne. Voilà, c'était les trois sujets. J'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine. Si vous voulez en savoir plus sur la démocratie suisse et les enseignements que peuvent en tirer les démocrates français, lisez mon e-book dont je mets le lien en description.